Le tournage de François, c'était vraiment de grandes joies. Et lui prenait comme exemple Jean Renoir, que paraît-il aussi avait des tournages qui étaient mémorables. Les gens qui ont tourné un film avec François se rappelleront toute la vie. C'était du travail, mais c'était du travail dans la joie, oui, dans le bonheur. Il y avait très très peu de friction, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas d'hystérie. Et tout le monde savait ce qu'il devait faire. C'était, je vous dis, très agréable, oui, inoubliable. François Truffaut, c'était un des réalisateurs qui avait plus de style. On reconnaît tout de suite un film de Truffaut. S'il y en avait un inconnu et qu'on sortait sans... je crois que tout le monde se rendrait compte, c'est du Truffaut, un peu comme un Modigliani, on sait tout de suite, ou un Chagall, on sait tout de suite. C'est pareil, c'était dessiné, et ça s'exprimait évidemment par les choix des scénarios, par les idées, le contenu. C'était un homme du 19e siècle parce qu'il lisait beaucoup et parce que, je trouve, surtout parce qu'il écrivait beaucoup de lettres, chose qui était perdue. Même dans Paris, on s'écrivait des lettres. On ne se téléphonait pas. Il m'écrivait un mot et je devais lui répondre par lettre. Et il aimait beaucoup ça, les pneumatiques. D'ailleurs, on voit ça dans ses films aussi. Et l'imprimerie, la lettre écrite. Et le téléphone, il n'en était pas trop friand, il n'aimait pas trop parler par téléphone. Oui. Le téléphone, c'était simplement pour donner un rendez-vous et parler après. Et puis aussi, il y avait un côté romantique chez lui, un sens de l'amitié aussi qui semble un peu perdu. Ça peut le faire apparaître comme un homme démodé. Pas du tout, je crois que c'était aussi un homme du 21e siècle. C'était peut-être ce qui va venir, je crois. Ce retour à la parole écrite, parce que ça reste. Et c'est aussi notre façon d'exprimer, c'est une façon plus forte de dire les choses. Il écoutait beaucoup ce qui se passait autour de lui et il prenait des fiches, il prenait des notes et puis les archivait. Il avait des files, non, des fiches dans lesquelles il y avait des choses qu'il avait vues, des dialogues. Donc il se servait souvent dans ses films, dans La Nuit américaine par exemple, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les tournages de ces films. Et simplement, comme il avait de l'imagination, c'était pas simplement du reportage, il savait les réutiliser de façon créative. Ils en faisaient une fiction. Mais très très souvent, se servait des événements de sa vie ou alors même tirés de journaux. Il disait des faits divers. Truffaut comptait beaucoup avec ses collaborateurs. Il avait une équipe qu'il avait formée. C'était comme une espèce de famille. C'est toujours le même genre. Si vous regardez les génériques des films de François Truffaut, vous verrez qu'effectivement, le même nom se répète. La même script girl, la même assistante Susan Schiffman pendant plusieurs films. Moi-même, j'étais dans 9 films de lui. Donc, il y avait une accumulation déjà de connaissances de ce que lui, il aimait faire. Et l'atmosphère était des grandes, pas tendue, très familiale. Il écoutait tout le monde. Ce n'était pas l'homme qui se croyait être Zeus dans l'Olympe, hein, qui ne devait pas écouter personne. Mais en même temps, évidemment, tout passait sur son... enfin, c'était le style Truffaut, toujours. Rien il écoutait, mais il n'acceptait pas n'importe quoi. Et il restait l'homme, l'artiste, pas le patron. L'artiste qui avait une sensibilité, qui avait des choses qu'il refusait, que ça ne l'intéressait pas. Les souvenirs les plus forts que j'ai avec lui, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Parce que déjà à La Havane, à Cuba, quand j'étais critique de cinéma, j'avais beaucoup aimé Les 400 coups. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en France, c'est parce que j'avais beaucoup aimé Les 400 coups. Et je pensais que c'était une idée assez échevelée, que peut-être je pourrais travailler en France avec la Nouvelle Vague. Mais que je pourrais être les caméramans de François Truffaut dans un film, et puis même 9 après, ça semblait absolument impensable. C'est un conte de fées. Alors, quand François Truffaut m'a téléphoné, il m'a demandé de faire L'Enfant sauvage, et je l'ai rencontré, j'étais mort de peur. Mort de peur, je ne croyais pas que je serais à la hauteur.
Il croyait que moi j'étais un spécialiste dans les noirs et blancs qui commençait déjà à disparaître parce qu'il avait vu Manu chez Maud, qu'en fait était pratiquement mon premier ou mon deuxième film. J'y connaissais pas grand-chose au noir et blanc, mais lui il a pensé ça. Et donc on a vu, je crois qu'il m'a appelé, on s'est vu rapidement une fois. Après il m'a invité à voir La Sirène du Mississippi qui faisait sa première. Et puis on a commencé tout de suite à parler. Je me rappelle qu'on a vu Miracle Worker de Arthur Penn, qui avait quelques rapports avec des sujets de l'enfant sauvage. On l'a vu ensemble, on en a parlé. Et ces moments, ça a été des grandes émotions, des très grandes émotions. Pour l'enfant sauvage, on a décidé de tourner un peu un hommage aux vieux films de Louis Feuillade, les premiers films muets, en noir et blanc évidemment. Et j'étais ravi de ça, parce que je suis un grand admirateur de ces pionniers du cinéma, de cette pellicule orthochromatique et la manque d'affectation de l'image. Et je viens de revoir un film de Feuillade, Vendémiaire, à la Cinémathèque, et je suis étonné par la quantité de scènes tournées à l'air libre, sans aucune lumière d'appoint. Il n'y a pas des arcs light, il n'y a pas de panneaux de réflexion. Les choses sont laissées. S'il y a une partie à l'ombre, ben ça reste à l'ombre. On utilisait, par exemple, dans les scènes de la forêt, c'est haut contraste entre noir et blanc, sans compenser, sans remplir les zones d'ombre. Ça a été un peu cette idée parce que je crois que pour François, ça lui donnait un côté archaïque à la photo qui la rendait, qui la rapprochait du film, puisque c'était un film qui se passait à une autre époque, et ça donnait une idée ancienne. Tandis qu'une photo plus apprêtée, plus moderne, ça aurait été anachronique. Romer, avec qui j'avais travaillé, lui aimait beaucoup le plan fixe, à l'intérieur duquel les acteurs se déplaçaient. François aimait beaucoup la caméra qui se déplaçait et qui suivait les acteurs en travelling, non, en dolly. Et il aimait aussi beaucoup les acteurs qui entraient et sortaient d'une maison et que la caméra sortait et entrait avec eux, comme l'enfant la première fois qu'il arrive dans la maison du docteur Itard. Et c'est une des raisons pour laquelle il aimait tourner un décor naturel. En studio, on ne peut pas faire ça, parce que l'extérieur, c'est faux, ce n'est pas un extérieur. Et donc ça c'était pour moi tout à fait nouveau. C'était très difficile pour moi de faire ça, parce que je ne l'avais jamais fait. La fermeture iris, c'est moi qui l'a proposé, et il a accepté, très, très content, évidemment, puisqu'il était très cinéphile, il aimait ces vieux films muets, et il voulait des transitions qui étaient aussi un peu archaïsantes, et ça ne se fait plus. Alors, ça se fait, mais alors mécaniquement, à la Trucca. Mais comme on le faisait au muet avec une véritable iris qu'on plaçait devant l'objectif, hein, et qu'alors avec une baguette on faisait ces mouvements, et comme on voit dans les vieux films de Griffith, même dans les Chaplin. Charles Chaplin aussi finissait ses films. Le Vagabond, ça finit avec ça. Ça, on a trouvé un vieux iris du cinéma muet dans une maison de location qui était abandonnée, oubliée, et on l'a utilisé beaucoup dans ces films, et même après dans d'autres. Même après, aux États-Unis, je l'ai utilisé. Par exemple, dans un film de Robert Benton qui s'appelle Still of the Night. Ils sont faits à la main, on peut le faire faire à un laboratoire, et alors là, ils sont d'une perfection totale, mais c'est pas aussi beau. J'aime la couleur au cinéma, mais François avait une idée curieuse, bizarre. C'est un homme qui avait une culture cinématographique surtout. Et donc, pour lui, un film d'époque en noir et en couleur, c'est un anachronisme. Moi, je considère le contraire. C'est un point dans lequel on était en désaccord. Pour moi, le vieux temps, je le vois à travers la peinture. Et la peinture, elle, était en couleur. Lui, le voit à travers les cinémas. Alors, donc, mais pour des impératifs commerciaux, c'est un miracle que L'Enfant sauvage a été un succès, parce que d'habitude, les films en noir et blanc ne le sont pas. Alors, évidemment, pour Les Deux Anglaises et le continent, qui était un film d'époque, et un film cher, 14 semaines de travail, un film à budget plus grand, ça aurait été suicidaire de le faire en noir et blanc. Donc, il a fallu le faire en couleur. Alors,
Pour les films contemporains, il accepte la couleur parce que la vie qu'il voyait autour de lui est en couleur, mais pour les films d'époque, ça lui semblait une hérésie. Alors là, on s'est mis à travailler avec Michel Debrun, avec Koitz Belko, qui était le décorateur, avec la costumière, et alors moi-même, et on s'est mis à faire un film qui serait en couleur, mais avec très peu de couleur. Éviter ces côtés variolés qui dérangeait tellement à François et à moi aussi. Et donc, avec deux tons, un ton, dans des tons marrons seulement, dans des tons de crème, tous les tons étaient bien harmonisés, comme d'ailleurs dans les vieilles peintures. Et on a utilisé comme modèle un livre de peinture victorienne que Susan Schiffman avait ramené, et on s'est inspiré de ces couleurs de peintres victoriens de l'époque. Truffaut, il aime toujours beaucoup qu'il y a des ouvertures dans les intérieurs par lesquelles, à travers de ces ouvertures, ces fenêtres, ces portes, on voit la nature et on voit aussi des choses qui se passent de l'autre côté. Un peu comme dans Citizen Kane, cette scène au début dans la neige où on voit les enfants dehors. Je crois que Truffaut a pris ça et c'est encore l'héritage d'André Bazin. Il a fait ça très souvent dans les films. Dans Les Deux Anglaises, il y a cette scène où les deux filles sont la fille est en train de repasser avec sa mère, et alors il y a Léo qui est de l'autre côté, et on le voit regarder ce qui se passe dedans. Ces systèmes visuels se répètent très souvent dans ces films. Ça, soit de l'intérieur qu'on voit à l'extérieur, ou le contraire aussi. De l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. On voit les fenêtres. Dans L'Enfant sauvage, par exemple, il y a la caméra qui va d'une fenêtre à l'autre, et on voit ce qui se passe dedans. Les Deux Anglaises sur le continent, l'histoire des Lâches et La Chambre verte, je l'appelle une trilogie calligraphique parce que le premier film de François a été moins perfectionniste. Ces trois films, ce sont des films extrêmement soignés sur le plan de l'image. Et c'est pour ça que je l'appellerai une trilogie calligraphiste. Alors, ça a son origine dans Les Deux Anglaises. Après, ça a été perfectionné dans l'histoire d'Adélage. Par exemple, l'éclairage à pétrole, l'éclairage à bougie, qui était l'éclairage des époques anciennes, quand il n'y avait pas d'électricité, avait subi dans les vieux films d'époque de distorsions terribles. À cause de la manque de sensibilité de la pellicule, ça ne pouvait pas se faire. Des gens qui portaient des torches, qui arrivaient dans des endroits qui étaient absolument éclairés, ils arrivaient avec des lampes qui ne servaient absolument à rien. Ces bougies, ces lampes à pétrole n'étaient que des accessoires inutiles en réalité. Ils les portaient, symboliques, je dirais plutôt. Alors, avec François, on s'est appliqué à reconstruire les éclairages de l'époque, inspirés bien sûr de la peinture et de la réalité, puisqu'on a fait on a vu ce qui se passait dans la réalité en mettant quelqu'un avec une lampe à pétrole. Et alors, on a utilisé cette lumière qui effectivement vient de la bougie ou de la lampe. Et dans l'histoire d'Adélage, on est encore arrivé plus loin dans ce sens-là. Parce qu'on a tenté les verres qui entourent les lampes de pétrole d'un couleur plus chaud pour imiter la lumière de la flamme. Tous ces soucis, même on a à un certain moment rajouté de l'encens à l'intérieur de la lampe pour que ça fumait, et ça semblait comme une combustion mauvaise de la mèche de la lampe. Tous ces soucis de perfection, d'époque, d'atmosphère lui étaient très chers. Et il a été complètement gagné par la couleur après ça. Il a compris qu'on pouvait faire de la couleur qui ne serait pas vulgaire, de mauvais goût, comme sont d'habitude les films en couleur. Chaque film, on préparait, on repérait ensemble, les repérages, on allait dans les lieux. J'avais mon mot à dire sur, par exemple, si on me proposait plusieurs chapelles dans la Chambre verte, ben, je pourrais dire laquelle me semblait qui pourrait être visuellement plus utile, ou un appartement, etc. Je crois qu'il pensait que j'étais plus doué pour les films dramatiques et pour les films d'époque que pour la comédie. Il pensait. Après, je crois il a compris que c'était une erreur, puisqu'on a fait L'homme qui aimait les femmes et Vivement Dimanche, beaucoup de comédies. Mais à l'époque, au début, il croyait ça, à cause de l'expérience
L'enfant sauvage, Adélage, enfin des films que étaient d'époque. Il pensait que c'était ma spécialité. Quand je dis que François Truffaut n'était pas technique, bien sûr qu'il était technique, mais je veux dire qu'il n'était pas technique dans le sens le plus bas du mot. Il ne connaissait pas tous les objectifs, ni toutes les caméras, ni toutes les émissions photographiques. Il avait des idées générales. Il savait, par exemple, il n'aimait pas tellement les distorsions visuelles. Il voulait que ça se rapprochait de la vérité. Donc il était près de Renoir de ce côté-là. C'est curieux parce que tout en admirant beaucoup Orson Welles, il refusait les techniques d'Orson Welles, de la caméra par terre avec des grands angulaires, tout ça, il ne s'en servait jamais. C'est très rare qu'il utilisait des grands angulaires. Les plans séquences chez François, je crois que ça dérive un peu des idées d'André Bazin. C'est respecter la réalité. Ce n'est pas qu'il refusait le montage, mais il aimait beaucoup que la réalité d'une scène était contenue sans coupe. Donc c'était la caméra qui se déplace, qui va d'un endroit à l'autre et qui attrape les acteurs entrent et sortent des cadres et tout ça, ça faisait comme une séquence dans laquelle normalement un autre metteur en scène aurait fait 15 plans avec un coupant. Et il pensait aussi que pour les acteurs, ça leur permettait de jouer réellement. On ne modifiait pas les jeux des acteurs, il était respecté. Alors aussi, c'était un homme qui organisait très bien son travail. Et rarement, il tournait 8 heures par jour. Rarement. Souvent, on tournait 5 heures, 6 heures, et nous renvoyait parce qu'il avait fait son programme de la journée et il le couvrait à la perfection. Il n'y avait pas besoin de faire de milliers de angles différents comme on fait ceux qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, qui tournent à l'infini de tous les angles possibles pour après, au montage, savoir ce qu'il faut faire. Lui faisait son plan séquence et c'est tout. Une fois c'était fait, on s'en allait. Très souvent, non pas très souvent, mais ça lui arrivait qu'il trouvait que par exemple un acteur ne fixait pas assez longtemps ses yeux, il ne regardait pas assez longtemps. Comme il ne se couvrait pas, comme il faisait des plans séquences, il n'y avait pas de manière d'avoir ces regards plus longtemps. Et alors, il avait l'habitude de faire figer ses regards, lui donner 4 ou 5 images de plus, pour le faire durer davantage. Ça, par exemple, on le voit dans Les Deux Anglaises et le continent. Dans l'histoire d'Adélage, par exemple, quand elle va voir le magicien, et le magicien la regarde et il voit que c'est la fille de Victor Hugo, le regard du magicien n'était pas assez long, il a fait figer. Et moi, ça me gênait beaucoup parce que, comme ça passait par un effet de laboratoire, tout d'un coup, l'image devenait granuleuse et ça se voyait que c'était un trucage. Mais lui me disait non, 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 ça vous le voyez parce que vous êtes un technicien, mais le public, ça sera pris par l'histoire, il ne s'en rendait pas compte. Effectivement, il avait raison. Quand je voyais les films avec un public, le public ne s'en rendait absolument pas compte de ça. C'était des manies des chefs opérateurs de ma part. Et aussi, parfois, la grosseur des images, il trouvait que ce n'était pas assez près. Et alors, il est passé aussi par la truca. Et alors, le personnage était plus près, mais avec un résultat pas très bon. Là, ça m'a gêné dans L'homme qui aimait les femmes. Il y a un dialogue entre Leslie Caron et l'acteur principal. Et alors, à cause d'une lampe qu'il y avait à côté, il a fait rétrécir l'image sur l'acteur principal. Et alors, c'était très mauvais parce que c'était cross-cutting, c'était un champ contre champ. Et il y avait une différence de granulation que peut-être dans les postes de télévision, ça ne se verra pas, mais que dans l'écran, ça se voyait, ça oui. Ça, c'était après qu'il a monté le film, qu'il a décidé ça. C'est toujours après. L'homme qui aimait les femmes, c'est un des films contemporains, enfin d'époque actuelle, le plus soigné que François a fait. Il a pris plusieurs semaines à le faire. Et aussi, il y a beaucoup plus de gros plans que dans les autres. L'explication, c'est que c'est un film contemporain. Et les gros plans, c'est une idée très contemporaine. Les vieux peintres ne faisaient pas de gros plans. La vieille peinture, Mona Lisa, a été coupée ici. C'est rare qu'il y avait un très gros plan. Ou alors des figures entières, certainement. Mais le gros plan, c'est une invention proprement cinématographique et contemporaine. Mais il y avait
Par exemple, une obsession aussi avec la lingerie féminine. Très souvent, on voit ça dans L'homme qui aimait les femmes, dans plusieurs films, même dans des films que je n'ai pas faits, comme La femme à côté. Il y a cette obsession qui donnait un style. Ou alors cette image, par exemple, je vais vous le montrer, de quelqu'un, derrière un livre, comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup de films, vous pouvez trouver, où cette scène se répète, que ce soit un livre, un bottin, etc., un baiser volé, enfin, plusieurs films. Et chaque fois qu'il avait ça, il ne se rendait même pas compte, il était inconscient, c'est ça qui est curieux. Parce que très souvent, il y avait une scène comme ça, dans L'homme qui aimait les femmes, l'enfant et sa maman qui passent derrière. Je lui dis, mais c'est encore le garçon caché derrière le livre. Et aussi, il avait une obsession avec la Tour Eiffel. Il avait une collection de plus petites aux plus grandes, en or, en fer, en papier. Il y avait une énorme collection de Tour Eiffel. Et les mettait dans les films. Hein, et cette Tour Eiffel, ben, on la voit par exemple dans Vivement Dimanche, quand Fanny Ardant assomme quelqu'un avec une Tour Eiffel métallique. C'était encore une de ces tics, disons, de style de François Truffaut. Dans le dernier métro, où il n'y a jamais une fenêtre, où jamais on ne voit l'extérieur, mais c'est à cause de ce côté claustrophobique qu'il voulait donner à cause ça faisait partie de l'histoire du film. Ce n'était pas seulement une idée esthétique, c'est qu'effectivement, pendant la guerre, il fallait fermer les fenêtres, et on a fermé les rideaux pour que, en cas de bombardement, les villes n'étaient pas visibles par les avions. C'est pour ça aussi que les lampadaires de rue étaient peints en bleu. Et comme d'ailleurs dans les films, on a fait ça. Ces décisions esthétiques n'étaient pas gratuites. Ce n'était pas du maniérisme, pour faire joli. Non, il y avait une raison, toujours. Il y avait une raison. Dans ces films, il s'intéressait toujours... Il ne s'intéressait pas à des idées générales. Ce n'était pas un homme en politique qui pourrait dire « je suis ceci, cela, socialiste, communiste ou capitaliste ». Il n'avait pas des idées générales en politique. Il croyait qu'il fallait défendre des choses particulières, les droits de l'homme, les droits des minorités. C'est ça qui l'intéressait surtout. Et alors, par exemple, dans Dernier métro, il défend les gros, les gens qui sont gros, dont les hommes s'en moquent cruellement. Les enfants, évidemment, aussi. C'était une de ses grosses préoccupations. Il soutenait beaucoup d'associations qui aident les enfants, il leur donnait de l'argent. Les homosexuels aussi, les lesbiennes, comme dans Dernier métro, où Andrea Ferreol a un rôle très beau et très humain. Et ils n'étaient jamais ridiculisés comme d'habitude, comme on fait dans les films de Belmondo, etc. Et c'était le contraire. Donc, ou alors, comme dans Fahrenheit, quand on coupe les cheveux longs des gens. Donc, il était au courant de ce qui se passait à Cuba à travers de moi. Il savait qu'à Cuba aussi, on coupait les cheveux longs des gens, qu'on les avait coupés, qu'on avait emprisonné des gens pour des choses absolument minimes. Alors, il était très content que je faisais un film sur ce sujet-là. Il aimait beaucoup la clarté, la visibilité. Par là, il voulait dire que il nettoyait l'image. Il nettoyait l'image, par exemple, si dans une scène il y avait des tableaux dans les murs, comme d'habitude ça existe dans les maisons, ou des objets décoratifs, et ça le gênait beaucoup que ces objets apparaissaient derrière la tête des acteurs. Donc on les déplaçait souvent. Si on regarde de près une scène de ces films et puis une autre, dans la même, on verra que les objets ne sont plus où ils étaient avant. Parce que si ça gênait la position des acteurs, il fallait qu'il y avait cette visibilité, que les acteurs étaient très clairs, très visibles. Et il s'est préoccupé des choses, par exemple, dont personne n'a jamais vu qui se préoccupe. Le bas du cadre, il essayait toujours qu'il était assez sombre, pour une raison, parce qu'il pensait aux sous-titres. Il savait que ces films étaient très populaires à l'étranger et qu'il y avait une grande clientèle aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne. Et bon, en Allemagne, on double tout. Mais dans les pays où il y a des sous-titres, il en tenait compte. Donc, il me disait toujours, non, si par exemple, quelqu'un était devant une table, il faisait que la nappe était sombre, de façon pas claire, pour que les sous-titres étaient bien lisibles. Dans Vivement Dimanche, c'est pratiquement en opposition, c'est mon dernier film avec François,
Et comme L'Enfant sauvage, c'était mon premier. Et c'est l'antithèse de L'Enfant sauvage. C'est un hommage à la vieille photo de films des années 40 surtout, ou même quelques-uns des 50 de Sam Fuller. C'est les thrillers, il y avait un côté un peu parodique. Et donc je me suis apprêté à faire une photo qui serait le contraire de cette photo qu'on avait fait dans L'Enfant sauvage, qui était, elle, d'une grande simplicité. Donc dans ces films-là, il y avait des scènes avec la fameuse lumière contre-jour, des effets de lumière très évidemment cinématographiques, avec Spotlight, hein, ce moment où Fanny Ardant le donne à la police, et alors elle est éclairée par une lumière très directe, comme c'était les vieux films, et même un peu surexposée pour donner ces côtés lumineux qu'ils avaient les vedettes d'autrefois, ces visages qui étaient un peu surexposés comme s'ils étaient des objets lumineux. Ça a été tout à fait volontaire et cherché, on a cherché ces effets. Ça nous a beaucoup amusé en fait de faire moi ça m'a amusé, c'était un peu un hommage à mes ennemis puisque j'avais fait ma carrière contre ces systèmes. Et puis la plus autre grande émotion, c'était savoir connaître l'état de sa maladie et à sa mort dans ce cimetière que d'ailleurs on avait déjà vu dans L'amour en fuite. Il y a beaucoup de cimetières dans ce film. C'était ses amis les plus proches, on s'est dit, mais mon Dieu, c'est presque comme un film son dernier film, quand on était tous les femmes qui l'ont aimé, tous les amis, tous réunis. Le dernier moment n'est pas encore effacé. N'est pas encore effacé. Ça m'a laissé une marque. Ma vie se divise après et avant la mort de François Truffaut.